Bonjour à tous, je suis aujourd'hui pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui on a un invité, John Dilanga. C'est un nom qui parle beaucoup, surtout aux jeunes chrétiens de la diaspora. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le laisser se présenter. Bonjour John. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Alors, je m'appelle John Dilanga. Alors, comment me présenter? Je suis issu d'une famille de 3 petites sœurs dont je suis l'aîné. Je suis agent immobilier. J'ai fait des études dans le commerce, dans le marketing. Et je suis aussi un jeune entrepreneur motivé. Très bien. Alors, nous, on vous connaît plus sous la casquette de musicien, au sein du groupe LBTEL avec Olivier Calabassi. Vous avez fait combien d'années au sein de ce groupe? Alors là, ça va faire 3 ans que j'évolue au sein du groupe LBTEL, auprès du président Olivier Calabassi, que je salue. Vous êtes au nombre de combien au sein de ce groupe? Nous sommes 12. 6 musiciens, 5 chantres, plus le président du groupe. Très bien. Et comment vous avez rencontré Olivier? Alors, comment je l'ai rencontré? Alors, il y avait une période où il avait besoin d'un guitariste pour son album Passatif. Non, Race de vainqueur, pardon. Il avait besoin d'un musicien, d'un guitariste précisément. Et il a contacté la vice-présidente du groupe de lui trouver un guitariste. Sachant que je connais bien la vice-présidente, c'est là qu'elle m'a contacté. Et moi, directement, j'ai accepté parce que à l'époque, quand j'étais petit, le frère Olivier Calabassi, j'étais vraiment fan de lui, très fan de lui. Et j'ai accepté directement sur le coup. Et puis, en jouant avec lui au studio, j'ai vu qu'il y avait vraiment un feeling et je pouvais évoluer vraiment à ses côtés. Donc, et c'est là, directement, dès que j'ai posé dans son album, jusqu'aujourd'hui, j'ai voulu au sein du groupe LBTEL, à ses côtés, et puis une très très bonne cohésion. Très bien. Alors, pour bien situer les choses pour ceux qui n'ont pas compris, au sein du groupe, vous êtes guitariste, c'est ça? Exactement, guitariste. Vous participez aussi parfois à la composition de certains morceaux? Bien sûr, oui, bien sûr. Comment ça se passe? Comment vous travaillez? Déjà, on travaille en équipe. Et des fois, même moi, quand je suis à la maison, quand j'ai des petites mélodies qui viennent par la tête, j'enregistre, j'envoie d'abord au président, ensuite j'envoie dans le groupe, et puis directement, dès qu'on se croise à la répétition, on bosse certaines compositions, et puis s'il faut, on se studio. Alors, on va bien situer les choses, quand même, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Olivier Calabassi, le groupe LBTEL, voilà, votre musique, je pense que vous devez entendre ce qui s'en dit. C'est une musique, voilà, en tant que Congolais, il y a un terme qu'on utilise, qu'on appelle les sébènes, c'est-à-dire ça fait bouger, ça fait danser. Certains de vos détracteurs, si on peut les appeler comme ça, disent que votre musique n'a pas d'inspiration chrétienne, n'a pas d'inspiration religieuse, que finalement, vous mettez le nom de Dieu en avant, mais que, en gros, c'est les... Pour être clair, on fait beaucoup de comparaisons avec Wenge, avec les musiques dites du monde, comme quoi vous vous en inspirez. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ça vous fait mal, ça vous choque, ça vous étonne ou bien vous l'assumez? Personnellement, moi, ça ne me choque pas et ça ne me blesse pas. D'accord. J'ai envie de dire que, en même temps, nous jouons cette musique avec... nous jouons vraiment cette musique avec tous les mêmes instruments. Mais après, ce qu'il faut retenir, c'est l'état d'esprit dans lequel nous jouons cette musique-là, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, parce que vous savez, dans nos assemblées, dans nos églises, il y a encore une mentalité assez critique. On retrouve des musiciens dits chrétiens, surtout vous, les instrumentistes, parfois jouer avec ceux qu'on appelle mondains. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez fait, que vous faites, ou comment vous pouvez vous défendre par rapport à ça? C'est-à-dire que je suis guitariste au sein d'un groupe chrétien, au sein d'une église, mais de temps en temps, quand le frère de l'autre côté m'appelle, mon pire vieux, je vais aussi donner un petit coup de pouce. Personnellement, moi, j'ai déjà été sollicité par des gens de l'extérieur. Mais bon, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment attiré. C'est pas de l'orgueil, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré parce que ce que j'ai, c'est un don venu tout droit du ciel, un don de Dieu. Et ce que j'ai reçu, c'est de Dieu. Donc,
je peux que le glorifier dans la musique. Très bien. Alors par rapport à votre groupe, vous savez, vous voyagez, vous faites des concerts, des prestations, vous côtoyez des gens et il y a quand même des bruits qui courent, des bruits de couloir, comme quoi parfois les musiciens vous serez dans des mauvaises conditions, vous n'êtes pas bien payé, le responsable, le président, lui, est dans des positions plus confortables, dans un bel hôtel, et vous, les musiciens, on a cru entendre que des fois vous vous retrouvez comme ça dans certains pays, en Italie, en Suisse, où voilà, vous devez dormir chez les gens, dans les églises, alors que finalement on reproche quand même à votre président beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? C'est vrai, c'est des rumeurs, c'est déjà arrivé? Bon, c'est vrai qu'il y a eu des voyages où vraiment, voilà, on s'est retrouvé dans des situations vraiment un peu, on va pas dire critiques, mais voilà, c'était juste une question d'organisation en fait. C'est que, parce qu'en fait, nous, comme nous appelle l'extérieur, c'est les personnes de l'extérieur qui nous prennent en charge. Donc s'il y a des malentendus, c'est pas nous, mais c'est les personnes qui organisent, par exemple, l'événement. Si on a un concert par exemple en Suisse, bah, en fait, c'est eux-mêmes qui sont dans la gestion de nous placer, par exemple, dans des hôtels et tout. Et si ça se passe mal, bah, en gros, on va pas dire on repose tout ça sur le président, mais sur les personnes qui organisent ça. Parce que le président aussi, il est avec nous quand on est dans les galères, il est avec nous aussi. Donc il n'a rien à voir dans tout ça. D'accord, il n'a rien à voir. Donc ce qui se dit là, c'est... D'accord. Alors, on va basculer vers un autre registre. Il y a quelques mois, vous avez partagé un témoignage, vous l'avez fait à l'écrit sur vos réseaux sociaux, par rapport à une tragédie qui vous est arrivée, par rapport à une maladie grave, le cancer. Vous en avez parlé à l'écrit, mais pour la première fois, en exclusivité. Est-ce que vous pouvez nous en parler oralement? Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que, ça faisait un moment que j'avais des problèmes de tout. Je toussais beaucoup. Et pour moi qui n'aime pas l'hôpital, je me disais c'était juste le froid, etc. Donc, voilà. Et ça fait que, à un moment, j'avais le cou qui gonflait. Et je me suis dit non, il faut que je parte à l'hôpital faire un examen parce que c'était un peu trop en fait. Et en faisant plusieurs examens, les docteurs ne trouvaient rien. Prise de sang, scanner, échographie. En fait, ils voyaient que des ganglions. Et c'est par là, ils m'ont envoyé dans un autre hôpital. Parce qu'au début, j'étais parti dans un hôpital à La Riboisière. J'ai eu un gonflement au niveau du cou. J'ai eu un gonflement au niveau du cou et je suis parti à l'hôpital faire des examens. Et d'après tous les examens-là, les docteurs ne trouvaient rien du tout. Et c'est après une biopsie, on m'a juste ouvert une partie du cou pour prélever un tissu pour voir qu'est-ce que c'était, le gonflement était dû à quoi. Et c'est après 2 semaines après l'opération, c'est là qu'il m'annonce que. Non, avant de m'annoncer que j'étais atteint d'une maladie, le docteur me pose une série de questions. Est-ce que vous avez un projet d'avenir? Est-ce que vous comptez faire ceci, cela, à chaque fois que vous étiez au Canada? Parce qu'avant de me faire opérer, j'étais parti au Canada pour plusieurs projets. D'accord. Donc on me pose plusieurs questions. Moi je leur dis clairement, madame, donnez-moi mes antibiotiques, l'ordonnance, et comme ça, moi, je vais prendre mon traitement. Et c'est là, elle me dit, ce ne sera pas que des antibiotiques, mais ce sera plus lourd que ça parce que vous avez un cancer. Et là, la réaction? J'ai rigolé. Ah oui, étonnant. J'ai rigolé, je me suis dit, mais moi, je viens d'avoir un cancer. Ça fait Ils ont fait plusieurs examens, ils n'ont rien vu, et c'est quand je reviens du Canada et qu'ils me font une biopsie qu'ils trouvent un cancer bizarrement comme ça. Donc je me suis dit, c'est un peu bizarre. Et c'est là, il m'a donné une feuille comme quoi c'était écrit, monsieur Jonathan, d'après les biopsies, est diagnostiqué d'un cancer, etc. Donc c'est là vraiment là que j'ai réalisé que j'étais dedans. Enfin, j'ai pas totalement réalisé que j'étais dedans, mais je commençais vraiment à voir que ça devenait un peu sérieux. Et j'étais avec mon père, l'homme fort que j'appelle. Il était vraiment totalement abattu. C'est là, moi, je vais voir les docteurs, je leur demande clairement, ils m'ont combien de temps pour vivre. Parce que quand j'ai entendu cancer, directement, j'ai vu la mort.
Oui. J'ai directement vu ma mort, j'ai vu mon cercueil, ma tombe, tout. Ah oui, à ce Ah point-là. non, mais là, parce que dès qu'elle m'a annoncé ça, je suis resté la tête baissée et Pas de larmes, pas de larmes, de cris de douleur, rien du de tout. colère. Rien du tout. En fait, j'étais juste, on va dire, sonné un peu. J'étais vraiment sonné. Bouleversé. Bouleversé, totalement bouleversé. Et c'est alors, par la suite, j'ai demandé au docteur, il me reste combien de temps pour vivre. Parce que quand j'entends les cancers, vous voyez la mort directement. Exactement. Donc j'ai demandé, il me restait combien de temps pour vivre. C'est alors qu'elle me dit qu'il faut d'abord faire un TEP scanner pour voir si le cancer ne s'est pas généralisé dans tout le corps. J'ai accepté. J'y croyais toujours pas. J'ai accepté. J'ai dit d'accord, on va faire le TEP scanner. Et ensuite, après avoir fait le TEP scanner, j'avais rendez-vous avec mon docteur traitant qui allait m'examiner durant toute la période de chimiothérapie, etc. Et c'est là, après mon rendez-vous, elle me dit que monsieur, nous avons une mauvaise nouvelle. Votre cancer s'est généralisé. Et c'est là qu'elle me montre mon schéma de scanner. Et ce que j'avais au cou, le gonflement que j'avais au cou, était relié jusqu'à ma poitrine gauche. D'accord. Et j'en avais partout dans le corps. De l'intérieur. De l'intérieur, j'en avais partout. En gros, heureusement, les ganglioses sont manifestées au niveau du cou, parce que si le kyste n'était pas manifesté au niveau du cou, du jour au lendemain, vous avez entendu, John, il est parti. Et en dessous du schéma de mon scanner, il y avait écrit phase 4. Donc moi, je demande au docteur que cela veut dire phase 4. Et elle me dit c'est la phase terminale. Oui. Phase terminale qui veut dire. Choc. Phase terminale qui veut dire, monsieur, en gros. C'est fini. Voilà. Mais elle a quand même accepté que. Enfin, elle m'a quand même proposé de faire la chimiothérapie. Des mots que je voyais que dans les films, voilà, que à la télé. Quand on entend chimiothérapie, on a du mal. En quoi ça consiste la chimiothérapie? Comment ça se passe? Parce que qui dit cancer, les images que nous en avons, c'est certainement une perte de cheveux, de poils, de poids. Comment ça se passe physiquement, la transformation? Quand vous vous regardez dans le miroir, la famille, l'entourage, qu'est-ce que... Déjà, je l'avais dit à personne. J'avais dit que vraiment à ma famille biologique, la maison des Djinamba. Oui. Je l'ai dit à personne, et à ma meilleure amie. Oui. Et à ses parents, c'est tout. D'accord. Donc c'était vraiment un très très gros choc, parce que qui allait penser qu'un jour John allait avoir... Aussi jeune. C'est ça en fait. Et quand on a commencé à m'expliquer, vous allez entamer une chimiothérapie, moi je me disais mais c'est quoi tout ça? Parce que cette table-là, je ne vois que dans les films ou les documentaires. Alors une brève définition. Chimiothérapie en fait c'est un lourd traitement. En fait on va dire c'est... On vous injecte du poison pour tuer les poisons de votre corps. D'accord. En gros, on va dire que c'est très très puissant. Et c'est dû à ça que vous avez des pertes de cheveux, que ça brûle vos veines, et il y a de nombreux effets secondaires. Soit vous maigrissez, soit vous grossissez. Et pour les cheveux, comment ça s'est passé? Parce que on voit que là, c'est soigné. C'était déjà le cas avant. Pour les cheveux, comment ça s'est passé? C'est un jour, j'étais allongé, non, je dormais, et je me suis réveillé pour aller à l'hôpital pour faire ma chimiothérapie. Et c'est quand je me lève, je regarde mon coussin et je vois une tonne de cheveux. Ah oui. Et c'est là, quand je regarde ça, je me dis, je suis vraiment dedans en fait. Et là, des larmes ont coulé, en fait, désespoir? Désespoir. Complètement désespoir. C'était vraiment le désespoir. Et en tant qu'homme, la barbe, je suppose... Ah oui, moi qui est vraiment amoureux de ma barbe. Moi j'ai l'habitude de faire un geste avec ma barbe, je fais toujours ça en fait. Un tic. Voilà, c'est un tic. Et un jour, j'étais en train de réfléchir à tout ce qui se passait. Et je me caressais la barbe. Et à un moment, j'ai fait ce geste-là. Et je vois, dans ma main, il y a une tonne de barbe. Donc après, c'est là que je me suis dit, non, je suis vraiment dedans en fait. Je suis vraiment dedans. Et là, le désespoir. C'était vraiment le désespoir. C'était vraiment le grand vide. Vous qui êtes chrétien, il y a un passage dans la Bible qui dit un passage qui est connu d'ailleurs dans l'Hébreu, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on voit la mort qui est devant nous comme ça, comment est-ce qu'on fait pour mettre notre foi en action? Est-ce qu'il y a ces versets bibliques, il y a des prédications, il y a des chansons, on s'accroche à quoi pour vivre vraiment cette foi? Parce qu'on récite ça comme une poésie, la foi,
Mais quand on est vraiment devant une situation telle que la mort, comment est-ce qu'on fait pour manifester cette foi, justement? Bah, je vais pas vous mentir que quand on m'a annoncé que j'avais le cancer, tout ce qui est foi, Bible, parole, j'avais rien dans ma tête. J'avais vraiment rien dans ma tête. J'avais même pas question de foi, j'avais rien. Pour moi, c'est mort, je vais mourir demain, c'est fini. Mais un jour, j'étais chez moi, dans mes pensées, j'étais en train de penser, vraiment limite en train de faire une dépression. Je reçois une notification de l'application La Bible. D'accord. Et que j'ai vu que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Ce verset, c'était Marc 11, 24 qui dit, le verset disait, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et que vous le verrez. Marc 11, 24. Et dès que j'ai lu ce verset-là, toute la journée, ce verset-là, il trottinait dans ma tête. Toujours. Donc, quand je mangeais, il n'y avait que ça, que ça. Et c'est là que je me suis dit, en fait, si je veux guérir, ça dépend que de moi-même, en fait. En fait, ça dépend que de moi-même. Et je suis monté dans ma chambre. Je me suis enfermé. J'ai mis 2 genoux par terre. Tout seul? Tout seul. J'ai mis 2 genoux par terre. Et j'ai commencé à prier. Je n'ai jamais prié comme ça depuis que je suis né. J'ai commencé vraiment à prier sérieusement. Et après ma prière, j'ai senti une grande paix en fait. Parce que j'ai dit au Seigneur que, en fait, à la fin de ma prière, j'ai dit merci Seigneur car je sais que tu m'as déjà guéri. Et j'ai fait référence par rapport à ce verset-là que j'avais reçu. Donc je lui ai dit Seigneur merci car tu m'as déjà guéri. Donc là, c'était vraiment la foi. Là, j'ai vraiment mis ma foi en jeu. J'ai mis ma foi en jeu. Donc, dès que j'ai fini ma prière, j'ai senti une paix, mais vraiment une paix, vraiment. Je n'ai jamais senti ça de ma vie, en fait. C'est là que j'ai vu que j'ai vraiment eu une expérience avec Dieu. Et c'est là, après cette Sans que personne ne vous pousse. Sans que personne me pousse. Sans que personne me pousse, je l'ai fait de moi-même. Tu sais, parce que, ok, il y avait mes parents qui priaient pour moi, mais voilà, j'étais pas trop là, en fait. J'étais vraiment. Ok, vous priez, mais voilà, je suis atteint d'un cancer, je vais mourir demain. Oui. Donc, j'étais vraiment poussé à prier. Et après cette période-là, j'ai senti vraiment une paix, vraiment, pour moi, c'était vraiment du surnaturel. Vraiment du surnaturel. Et après ça, j'ai commencé à encourager, à donner de la force à mes parents. Parce que ma mère était vraiment abattue. Son seul fils. Ah oui. Son seul fils quand même, et le premier. Donc, et j'ai commencé à leur donner un peu de force, comme on dit. Oui. Je les confortais, non, vous inquiétez pas, ça va aller, je suis déjà guéri, vous inquiétez pas, etc. Et c'est là que je partais à Michigno, tout en étant confiant que j'étais déjà guéri. D'accord. Donc même les infirmières qui me voyaient, ils me disaient, vous avez vraiment une bonne mine. Oui, ça va, je vais très bien, etc. Et c'est alors que, parce qu'en fait, on devait faire chaque bilan, en fait. On devait faire des bilans tous les 2 mois. Oui. Et c'est après 4 mois de chimio que j'ai eu à faire un bilan d'un TEP scanner, le premier scanner que j'avais fait pour voir si le cancer n'était pas généralisé. Et c'est là que j'ai fait ce scanner-là. J'ai fait ce scanner, tout s'est bien passé. Mais j'étais très stressé. Là, je dois vous mentir, j'étais vraiment très stressé. Parce que je me disais peut-être ils vont voir que ça s'est aggravé, etc. Et alors c'est là que, après le scanner, parce que de base, après cet examen-là, on vous donne les résultats soit la veille, soit 2 jours après. D'accord. Mais le docteur a voulu me voir à la seconde. Ah oui. Donc quand je partais, je voyais ma tarpelle, monsieur Dinanga, s'il vous plaît, dans le bureau, s'il vous plaît. Je me dis, il y a quelque chose d'autre. Et on gère dans son bureau, il me dit asseyez-vous, etc. Et je pense qu'on est resté même 1 minute dans le silence. Il feuilletait les résultats, il regardait sur son PC. Et ça, il me pose une question, il me dit mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici en fait? Ah oui. Je dis on m'a envoyé faire un TEP scanner parce que je suis atteint d'un cancer. D'accord. Et c'est là, il me dit où étaient vos ganglions cancéreux? Parce que j'en avais sur le cou, partout sur le thorax, etc. Et je lui demande, mais monsieur,
vous n'avez pas les résultats parce que je ne suis pas venu pour rien quand même. Oui. Et cela, il me dit, monsieur, on ne voit plus rien. On voit vraiment aucune miette. Oui. Mais Donc vraiment là, aucune miette. Moi qui étais à la phase 4 terminale, on ne voit aucune miette. Je me dis, mais comment ça, on voit aucune miette? J'étais à la phase 4, monsieur, vraiment, j'en avais partout. Et c'est là qu'il m'a montré le avant et le après. Il m'a dit, bah, regardez vous-même. C'est pour ça qu'on avait duré. donc c'était des photos, des scanners, c'est ça? Des scanners, oui, exactement. C'est des photos de scanners. Et il m'a montré le avant. Oui. Le avant, il y avait plusieurs taches bizarres, des trucs qui montraient que, comme quoi le cancer avait été vraiment répandu dans le corps. Et le après c'était vraiment une feuille toute blanche. Ma silhouette mais toute blanche. Ah oui. C'est là que Et là, la réaction? bah, j'ai vraiment vu que tu dis. Là, je suis vraiment passé de la foi à la vue. À la manifestation. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je me suis dit non. Là, c'est vraiment Dieu qui agit. C'est vraiment Dieu qui agit parce que. Et tout de suite, vous avez fait référence à cette prière que vous avez fait seul. Exactement. Ça vous directement. Directement, en fait, c'est venu dans ma tête. Directement, c'est. Je me dis non, en fait, Dieu seul savait pourquoi il m'a fait passer par cette épreuve-là. D'accord. Donc, directement, bah, je leur ai dit, bah, c'est fini alors, les chimios, c'est fini. Oui. Parce que je ne vais pas vous dire, ça me fatigue vraiment. Oui. Les effets secondaires, ça me fatiguait vraiment, c'était vraiment fatigant. Et là, ils m'ont dit non, on va continuer, parce que c'est le protocole en fait. Oui. Il fallait continuer, et tout, etc. Et puis, on a continué, jusqu'à ce que. Et aujourd'hui? Dernière chimio. Et à ma dernière chimio, le texte que j'ai posté sur les réseaux, Oui. je l'ai écrit lors de ma dernière chimio. D'accord. J'ai dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc et là, je me suis un peu défoulé sur mon téléphone, j'écrivais. Oui. Et c'était la joie finalement. C'était la joie. Qu'il fallait partager. Voilà, malgré la fatigue, mais c'était la joie. C'était vraiment la joie. Et puis, dès qu'ils m'ont débranché, je me suis dit, enfin, c'est fini. Bah, merci d'avoir partagé ça avec nous. On sent que c'est vraiment très émouvant. Pardon. Alors, quand on a, entre guillemets, côtoyé la mort de si près, au jour d'aujourd'hui, maintenant vous avez, entre guillemets, l'avenir devant vous. Voilà, quels sont vos projets? Vous vous êtes dit peut-être que, voilà, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller au bout du monde. J'ai envie de me marier, j'ai envie de fonder une famille. Alors, vous en êtes où là actuellement? Vous êtes marié? Vous êtes engagé? On commence par quoi? On commence par les projets. Les projets d'avenir. Bah, personnellement, dès que je suis sorti de ce combat-là, je me suis dit franchement, faut plus que je dorme en fait. Faut vraiment plus que je dorme par rapport à mes projets, que ce soit professionnel ou d'avenir. Donc j'ai plusieurs projets, de monter mes entreprises, ma ligne de vêtements, me marier aussi. Ah, Me marier aussi. c'est pour bientôt, donc elle est déjà là. Elle est déjà dans le monde. Me marier aussi, donc franchement. Oui, donc on suppose qu'elle est déjà là. On peut le dire. Elle est déjà là. Ah, ouais. Elle est déjà là. Très bien. Voilà. Et elle était là pendant cette étape Présente. Voilà. Très présente. Très très présente pour moi. C'est rare de nos jours une personne qui nous soutient dans la maladie. Très très rare. J'avais même peur de l'annoncer quand j'ai su ça. J'ai pris mon courage à deux mains et elle a fait que de me soutenir juste aujourd'hui. Très bien. Et puis voilà. Ben voilà, on est arrivé à la fin de cette émission, c'était très émouvant. On a pu partager le parcours de John Dinara par rapport à sa carrière, ses projets, et puis par rapport à la tragédie qui lui était arrivée, par rapport surtout à sa guérison, la main de Dieu. Un message d'encouragement pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie, les parents, parce que malheureusement il y a des enfants très jeunes, de moins de 10 ans, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des personnes qui sont passées par là finalement? D'autres, peut-être vous c'était le cancer, mais d'autres peut-être que c'est des choses similaires. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les reconforter? Alors moi, déjà le fait que j'ai partagé une partie de mon témoignage sur les réseaux, c'est pour faire passer un message d'espoir, de persévérance et de force. Parce que tout se passe dans la tête. Si tu veux guérir, tu vas guérir. Si tu dis je suis malade, ou je suis malade, ou tu te plains, sache que la maladie va te dominer. Donc, ne perdez pas la foi, soyez vraiment persévérants. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Voilà, quant à moi, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Je dis merci au réalisateur de cette émission, Tanvi TKR, sans oublier le grand formateur, Mike Eki, voilà. C'est un projet qui a commencé et puis n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des projets. Alors je tiens à le préciser parce que je connais notre communauté. Au jour d'aujourd'hui, l'émission avait plutôt une tendance plus ou moins chrétienne avec nos invités, mais la vision de notre projet, c'est de recevoir plusieurs personnalités. Donc ne soyez pas surpris si lors des prochaines émissions, on reçoit des personnes qui sont complètement opposées, qui sont dans des domaines qui n'ont complètement rien à voir. Donc voilà, nos émissions sont ouvertes à tous. Si vous voulez, si vous avez des projets à présenter, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Je vous laisse mon adresse mail, donc c'est rufinekm@gmail.com. Rufine, R-U-2-F-I-N-E, km@gmail.com. Vous pouvez aussi nous contacter avec les coordonnées qui seront affichées à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.